Bonjour, nous revoici de retour pour la suite du complot contre l'Amérique, la suite du cours. Il s'agit d'aborder aujourd'hui la fiction romanesque comme miroir du possible et d'examiner la dimension uchronique ou dystopique de l'œuvre de Philippe Roth. Donc le roman Le complot contre l'Amérique ne reflète pas uniquement le réel, c'est-à-dire petite et grande histoire, celle d'une famille de juifs ordinaires américains au sein de la grande histoire, mais il interroge aussi le réel et il se demande pourquoi une dérive fasciste a épargné l'Amérique en 1940. Ce qui s'est produit en Europe aurait-il pu se produire aux États-Unis, et si oui, comment? Et Philippe Roth va décalquer la situation européenne de 1940 aux États-Unis dans son roman, par une sorte de transposition. Cette transposition, elle réussit parce que non seulement il utilise un autre lieu, l'Europe, mais il utilise aussi des résonances avec le passé américain qui concordent extrêmement bien avec ce qui s'est passé en Europe. Je m'explique. Donc au départ, tout comme dans la situation européenne en Allemagne, Philippe Roth propose une arrivée légale au pouvoir par le biais d'un vote électoral, par le biais de la démocratie, d'un homme extrêmement charismatique, comme en Allemagne. Et on a un très beau parallèle, finalement, Lindbergh et Hitler. C'est-à-dire que tous les deux se présentent comme des hommes providentiels, qui finalement font office de père de substitution à la nation, comme finalement Tocqueville l'avait prévu dans son essai, c'est-à-dire que le chef du pouvoir central se présente comme un dieu paternaliste, mais ce père est raciste. Et on pourrait peut-être prolonger le parallèle en voyant dans cette image du cow-boy extrêmement surjoué de Lindbergh comme la volonté de mettre à l'honneur une certaine idée de la race américaine, comme Hitler avait proposé de mettre en avant la fameuse race aryenne dans une espèce de délire total qui ferait de l'homme blanc, blond aux yeux bleus, un surhomme de l'espèce humaine. Et donc ici, ce serait le cow-boy qui serait un surhomme de l'espèce américaine. De la même manière, la montée de l'antisémitisme dans le roman de Roth s'effectue selon la même progression que celle qu'on a vécue en Europe, où le juif est présenté comme le bouc émissaire de la situation du pays. Et on commence par quelque chose de très banal, l'insulte sale gueule de juif. Mais cette expression sale gueule de juif, elle va prendre une autre résonance parce que finalement elle correspond à sale négro. Elle correspond à l'insulte raciste sale gueule de nègre. Et donc finalement, et ça c'est ce qu'on va retrouver aux États-Unis avec la ségrégation. Et donc finalement, la résonance du passé américain qui va se prolonger aux États-Unis, la ségrégation va se poursuivre bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cette ségrégation, ce racisme contre les nègres, finalement, contre les noirs, se trouve transposé également, mais cette fois-ci contre le juif. Pour Philippe Roth, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Que finalement, être raciste contre les juifs, être raciste contre les noirs, ça relève exactement du même problème, c'est-à-dire du problème de l'altérité, de la peur de l'autre, et évidemment de la supériorité que l'on sent par rapport à l'autre. Cette insulte va évidemment avoir
des répercussions hein, sur la vie d'Hermann Roth, parce qu'il va vouloir un petit peu réagir, mais personne ne va réagir, et finalement ça va créer un climat, une ambiance, une tension entre les juifs et les non-juifs. Après l'insulte, on passe carrément à la loi. C'est-à-dire que Lindbergh fait passer la loi de peuplement 1942, qui est en fait la reprise d'une ancienne loi de Lincoln, donc elle rentre à nouveau, si vous préférez, en résonance avec le passé américain, et en même temps, elle rentre en résonance avec ce qui s'est passé en Europe, puisqu'il y a eu des lois scélérates en Allemagne contre les juifs qui empêchaient donc les mariages mixtes et qui leur empêchaient d'exercer certains métiers. Ici, la loi de peuplement est un petit peu plus vicieuse, puisque elle propose en fait soit d'être déclassé ou de démissionner. C'est-à-dire que soit on part dans une autre ville, où on risque de se trouver très rapidement au chômage, soit on doit démissionner de son métier, pour ne pas avoir à déménager. Du coup, ça aboutit à une sorte de ghettoisation, comme on a eu les ghettos juifs en Europe. Et cet ordre, c'est pas un ordre en fait, cette loi qui insinue petit à petit qu'il faut absolument proposer de se peupler ailleurs, et bien finalement, cette loi rentre en résonance avec ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, mais concernant les Indiens d'Amérique, qui eux aussi ont été relogés gentiment dans des réserves, parqués dans des réserves. Donc c'est une manière aussi de voir que les États-Unis ont utilisé dans leur passé des méthodes qui sont tout à fait similaires avec les méthodes employées dans l'Europe nazie de 1940. Ce déplacement de population, Hermann va le refuser, il va dénoncer cette loi comme inique, mais Madame Wichno, qui elle est veuve, va devoir s'exiler, va devoir aller dans le Kentucky et va devoir finalement, comme pour le programme des gens parmi tant d'autres, se retrouver au sein d'une communauté américaine qui n'est pas forcément très aimable envers les juifs. C'est le moindre euphémisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, petit à petit, à nouveau, c'est extrêmement progressif, extrêmement insidieux, mais cela se termine évidemment par des violences physiques, hein, de la violence verbale, on arrive à la violence juridique, puis à la violence physique. Et dans les 2 derniers chapitres, on nous présente des coups de feu, des pogroms en fait, hein, des coups de feu et des massacres contre les juifs qui sont désignés comme l'ennemi du pays. Et évidemment, cela fait référence à la fameuse nuit de cristal perpétrée par les commandos SS. Et ici encore, cela rentre en résonance avec le passé américain, puisque le commando SS est ici le commando du Ku Klux Klan, du KKK. Donc on retrouve toujours cette même idée de racisme contre les Noirs et contre les Juifs, qui pénètrent finalement dans le roman de Philippe Roth. Et bien sûr, cela ira jusqu'au meurtre de Winchell et jusqu'au meurtre de Madame Wichno. Vous avez le meurtre de la célébrité, Winchell, vous avez le meurtre de l'anonyme, Madame Mrs. Wichno. Et à ce propos, le roman se termine par l'évocation de ce qui ressemble être en fait la Shoah, les chambres à gaz, l'extermination par le feu des Juifs, puisqu'on retrouve des cadavres brûlés, puisque l'odeur que sentent Hermann et Sandy, qui vont rechercher le petit Seldon presque pris au piège à l'intérieur d'une communauté qui est les Juifs.
eh bien, cette odeur qu'ils sentent les empêche de respirer, les étouffe, ils sentent des émanations toxiques, des gaz, et effectivement, on peut penser à la description de cet épisode-là, que l'odeur des incendies est là pour rappeler l'odeur des chambres à gaz. Donc la montée de l'antisémitisme aux États-Unis reproduit celle qui s'est produite en Europe. Mais de la même manière qu'en Europe il y a eu des formes de résistance, Philippe Roth propose aussi des formes de résistance américaines. Évidemment, le premier à qui on pense de manière évidente, c'est Winchell, le juif sacrifié, la victime de la barbarie des Américains racistes et antisémites. Et puis on pense bien sûr au discours de Roosevelt et de LaGuardia, le maire de New York, autrement dit des personnages célèbres, mais il faut aussi penser aux anonymes. Et Philippe Roth y pense aussi, puisque Cucuzza et la famille italienne qui s'est installée à côté des Roth les aident en leur donnant un pistolet. Donc la protection personnelle par la possession de cette arme à feu, elle est à prendre en considération parce qu'elle est extrêmement américaine. Vous savez que les Américains considèrent que pouvoir se défendre par une arme à feu, c'est un droit constitutionnel qui leur permet d'exercer pleinement leur liberté. Donc c'est pour ça que les armes à feu ne sont pas prohibées aux États-Unis. Et puis nous avons des formes plus discrètes de résistance, comme par exemple le fait de refuser que son propre fils Sandy aille au banquet à la Maison Blanche de Lindbergh. On a aussi des résistances un petit peu plus discrètes grâce à l'entraide entre les deux femmes, Bess Roth et Mrs. Wichnow, avant que celle-ci ne soit tuée. Et puis, vous avez aussi comme forme de résistance un petit peu plus discrète la projection au cinéma des actualités, le fameux newsreel, c'est-à-dire les nouvelles de la réalité ou le nouveau réel, hein, ce jeu de mots est très intéressant, du projectionniste Tirschwell, qui en informant les populations, fait preuve de résistance. Et puis, face à toute situation critique, il y a aussi, par rapport à la résistance, des exils volontaires qui se produisent. Et donc, par une ironie du sort, l'Amérique, qui a été la terre d'accueil des exilés juifs européens, compris pendant la Seconde Guerre mondiale, devient à son tour une terre qu'il faut fuir à nouveau. Et donc du coup, c'est le Canada qui va devenir cette nouvelle Amérique, ce nouveau monde, cette terre d'accueil. Et ce sont justement les Tirschwell, c'est-à-dire le projectionniste et toute sa famille, qui vont le démontrer, qui eux ont choisi de quitter les États-Unis. Ainsi, comme en Europe, on assiste à toute forme de résistance, et de la même manière, on a des résistants de la dernière heure, comme on a des résistants de la première heure. Il s'agira bien sûr de Sandy, qui va être le résistant de la dernière heure. Le résistant de la première heure, c'est Herman Roth. On va avoir des héros qui n'en sont pas, hein, c'est le cas d'Alvin, qui est en fait un grossier personnage, où vous avez des êtres ordinaires comme Herman Roth qui vont devenir des héros, ou qui vont se révéler être des héros au fil de l'œuvre. Donc, d'une certaine manière, Philippe Roth transpose totalement la situation européenne. Mais il prend bien garde donc de faire en sorte qu'elle cadre avec le passé américain. Et donc cette façon de faire démontre que le péril fasciste est bel et bien présent
aux États-Unis, que ce n'est pas du tout quelque chose de... que ce n'est pas du tout un fantasme, que ce danger fasciste est bel et bien réel. Et donc, pour Philippe Roth, le roman sert de mise en garde face à cette réalité tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, cette peur de l'autre, elle est bien réelle aux États-Unis et il ne faut pas se voiler la face et il faut la regarder en face. Et donc, ce roman, finalement, se propose d'être une uchronie qui devient, comme dans tous les régimes totalitaires, proposer quelque chose de dystopique. Mais ce n'est pas une dystopie, c'est-à-dire que ce n'est pas une anticipation sur le futur, c'est bel et bien en fait un épisode historique qui est revisité par la transposition de la situation européenne, par un décalque de ce qui s'est passé en Europe sur les États-Unis, mais ce décalque colle avec à la fois la réalité et le passé américain. Et ce roman permet en fait de faire tomber les illusions du citoyen américain ordinaire qui pourrait se croire à l'abri d'une telle dérive dans son pays, qui pourrait se croire à l'abri d'une telle horreur, qui pourrait se croire, qui pourrait penser qu'une telle injustice ne peut pas avoir lieu dans son pays, que cela est impossible, lui qui vit dans un pays de la liberté. Et comment Philippe Roth désillusionne-t-il son lecteur? Eh bien parce qu'il prend le point de vue autobiographique, donc il utilise le jeu, et il prend le point de vue d'un enfant, c'est-à-dire d'une personne qui est un petit peu comme le lecteur au départ, naïve. Et au fur et à mesure, il va devenir un petit peu moins naïf, un petit peu plus mûr, un petit peu plus adulte, comme le lecteur qui se croit à l'abri de tout, deviendra un citoyen de plus en plus averti parce qu'il sera désillusionné. Examinons cela. Philippe Roth donc perd peu à peu sa naïveté. Et comment on le sait? Grâce à sa fameuse collection de timbres, dont on a déjà parlé. Donc, rappelez-vous, il collectionne les timbres et ces timbres vantent le mythe américain, le patriotisme, la démocratie. Et donc, cette collection de timbres propose une image de l'Amérique totalement idéalisée, avec par exemple le premier noir à avoir son effigie sur les timbres, la première femme à avoir son effigie sur un timbre. Bref, cette collection exalte la démocratie américaine. C'est un mythe. Et ce mythe va correspondre pour Philippe Roth à une vie heureuse, paisible, dans l'innocence de l'enfance, un petit peu comme s'il vivait dans le paradis. Rappelez-vous aussi ce timbre qui propose l'image de l'enfant noir, de l'enfant blanc, de la fille, du garçon, bref, qui plante un arbre, qui est là pour montrer que le peuple américain est uni. Il y croit, notre ami Philippe Roth, en tant qu'enfant. Et puis, ce mythe va être souillé. Il est souillé par l'arrivée de Lindbergh, donc, qui est investi, et la peur s'immisce dans cet enfant. Et cette peur, elle va être croissante au fur et à mesure du roman. Donc, Lindbergh est investi pour être président des États-Unis, puis il sera élu. Et son timbre, son effigie, appartient aussi à la collection de timbres de Philippe Roth. Et là, d'un seul coup, Philippe se dit que Lindbergh n'a pas sa place dans sa collection de timbres. Ce timbre-là tache toute sa collection. Sa collection est souillée. Et à partir de là, quand Lindbergh est élu,
président de la République américaine, il fait ce fameux cauchemar où tous ces timbres sont tamponnés d'une croix gammée. Comme quoi l'Allemagne, enfin les États-Unis vont devenir comme l'Allemagne, donc nazi. Et cette peur qui fait cauchemarder l'enfant va s'accroître, puisque à un moment donné, il va être aussi interrogé par le FBI à propos d'Alvin. Puisque on se demande s'il ne va pas vouloir assassiner Lindbergh, donc du coup on interroge toute la famille Roth pour essayer de saisir ce qui est vrai, ce qu'il faut. Finalement le FBI est un petit peu montré comme une police secrète, comme ce que deviendra la Stasi ou le KGB. Et cette peur va continuer à nouveau encore d'augmenter, puisqu'il voit sa famille plus ou moins éclatée, éclatement entre Alvin et son père, hein, Hermann, éclatement entre Sandy et son père, Hermann, donc ça va de plus en plus loin, cette dislocation de la famille, et donc la peur s'engouffre encore plus dans la tête du petit enfant Philippe, qui en arrive à un point de vouloir être orphelin, de fuir cette ambiance, de vouloir être orphelin. Parce que vous comprenez, être orphelin, c'est ne plus avoir de père, donc c'est ne plus être juif, c'est donc ne plus être stigmatisé, c'est donc vivre enfin libre. Donc c'est une manière pour lui de se libérer. Donc une nuit, dans une crise de somnambulisme, il prend sa collection de timbres et il part dans un orphelinat catholique. Il se retrouvera, à la fin de cet épisode, en fait, il va être renversé par un cheval, il va se retrouver amnésique et il aura perdu sa si précieuse collection de timbres. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en fait, il a perdu ses illusions, que son paradis, qu'est la démocratie américaine, son innocence, en fait, il l'a perdue. Et qu'il ne la retrouvera plus, c'est un paradis perdu. Est-ce que ça signifie qu'il a acquis la maturité, celle dont nous parlait Tocqueville, celle de l'homme responsable, du citoyen responsable, majeur, mature? Eh bien, il faut examiner les choses, parce que ce n'est pas la réponse de Philippe Roth n'est pas très claire, plutôt ambiguë. À partir de là, Philippe Roth va quand même basculer dans un âge adulte. Il le dit à un moment dans son livre, je ne pensais pas grandir si vite, ou je ne pensais pas pouvoir grandir si vite. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'arrivée à maturité, par la perte des illusions de l'enfance. Et finalement, on voit que son père et lui ont la même peur. C'est-à-dire que comme les adultes, il se met à avoir peur. Il avait une peur enfantine, et désormais, il comprend que la peur qu'il lit dans les yeux de ses parents, eh bien, a un rapport avec sa propre peur. Autrement dit, d'un seul coup, il est comme les adultes. Il comprend ce qui se passe comme les adultes, et il est à la hauteur d'un adulte. Qu'est-ce qui nous permet de voir ça? C'est que quand l'état d'urgence va être décrété aux États-Unis, que ça va être le chaos, que Wheeler fait régner l'état martial sur les États-Unis, eh bien la tante Evelyn va accourir chez les Roth, et elle est totalement affolée, elle a peur, et elle demande de l'aide à qui? À Philippe, c'est-à-dire à un enfant, et c'est l'enfant qui va cacher sa tante. Vous imaginez le poids que cela représente pour un enfant. C'est donc lui qui va prendre en charge de protéger une adulte. Donc ça montre bien que par le renversement là, de la situation, que c'est lui qui est devenu adulte. Et de la même manière, à la fin du roman, il explique qu'il va passer son temps à être la prothèse de Seldon.
c'est-à-dire qu'il va être celui qui le soutient, comme il avait été la prothèse d'Alvin. Il va être le soutien de Seldon, Seldon qui a perdu son père et qui s'est suicidé, comme si finalement Philippe voulait réparer le mal qu'il lui avait fait, puisque c'est lui qui a donné son nom pour qu'il fasse partie du programme des gens parmi tant d'autres. Eh bien, il va essayer de réparer son erreur en étant finalement un père de substitution. Alors, un père de substitution à la manière d'un enfant, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est qu'une prothèse, hein, en quelque sorte. Il est tout aussi abîmé que Seldon. Seldon est abîmé parce qu'il a perdu ses parents, mais lui, il est abîmé parce qu'il a perdu ses idéaux et il a perdu aussi sa propre croyance en lui-même. Hein. Il se croyait intact. Et lui aussi, il n'est pas si intact que ça. C'est-à-dire qu'il se croyait blanc et finalement, il n'est pas si pur que cela. Il n'est pas, il a commis des erreurs et des péchés lui aussi. Donc, on pourrait penser qu'il a acquis finalement un âge adulte très rapidement. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que la fin du roman se termine sur une peur perpétuelle. Et une peur perpétuelle, c'est en fait une paranoïa. C'est-à-dire qu'on se méfie de tout le monde et de tout à la fin. Donc, c'est vivre perpétuellement dans la paranoïa. Donc, c'est extrêmement compliqué, puisque la paranoïa peut pousser à avoir des complots partout. Et c'est le cas du roman, c'est le sujet du roman. On a peur des Juifs, donc c'est eux qui complotent. Donc, cette paranoïa, elle est extrêmement mauvaise. D'ailleurs, la fameuse tante Evelyne, quand elle va voir Herman, elle va le taxer d'être paranoïaque, d'exagérer, de voir le mal partout, alors qu'il est lucide. Et donc, c'est très compliqué. Cette peur, elle est à la fois salutaire, puisqu'elle permet la vigilance et la lucidité, mais en même temps, cette peur peut soit être une fausse peur, une paranoïa, soit être une fausse paranoïa, donc la lucidité, soit être une vraie paranoïa et engendrer des complots et engendrer la dérive totalitaire du régime démocratique américain. Donc, ce reproche d'être paranoïaque, on le retrouve aussi contre Winchell, on le retrouve aussi donc contre Herman. C'est du coup très difficile de percevoir la différence entre la lucidité, la peur qui apporte la lucidité, et la peur qui, en fait, fait dériver vers la paranoïa. Que nous propose en fait ce roman à travers la vision de cet enfant, c'est de devenir un citoyen vigilant, qui aime la démocratie, qui va être pleinement majeur, mais non raciste, puisque la peur peut engendrer à la fois la paranoïa, et donc le racisme, et donc l'antisémitisme, et donc la peur de l'autre et de l'altérité. Bien, la peur peut enseigner la vigilance perpétuelle, pour parodier le titre de Philippe Roth. En fait, Philippe Roth nous propose de retourner la peur contre la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir peur d'être raciste, avoir peur d'être naïf, avoir peur d'avoir peur de l'autre. Voilà ce qu'essaye de nous enseigner ce roman, à travers les yeux du narrateur et à travers cette uchronie. L'autre n'est pas forcément un mauvais citoyen, il n'est pas forcément non intégré. La preuve, on regarde à travers les yeux de l'autre et on s'aperçoit qu'il est un être tout aussi semblable que nous. Voilà ce que le lecteur comprend. Et que finalement, le complot des Juifs contre l'Amérique, c'est en fait le complot des fascistes contre les Juifs et contre la démocratie.
C'est-à-dire que grâce à ce point de vue interne, grâce à ce point de vue autobiographique, comme on est dans la tête d'un enfant, on s'identifie, le lecteur s'identifie à ce héros, et on comprend à ce moment-là qu'on peut tous être le juif d'un fasciste, antisémite, raciste, et qu'on peut tous vivre une telle injustice. Que le traumatisme de cet enfant, il nous émeut, il nous pousse à l'empathie. Et voilà une bonne façon peut-être de se prémunir contre la peur de l'autre. C'est que de temps en temps se mettre à sa place, hein, l'empathie, ça veut dire souffrir avec, pas la sympathie, souffrir en lui. C'est-à-dire qu'il faudrait vivre, subir ce que l'autre subit. Donc se mettre à sa place pour mieux se rendre compte si effectivement on a raison d'avoir peur de lui, ou si au contraire ce n'est qu'un fantasme. Et donc en retournant la peur contre elle-même, eh bien on accède à cette peur qui permet la clairvoyance, qui permet la vigilance. Malgré tout, le roman de Philippe Roth, cette uchronie, est extrêmement pessimiste. Hein. Il montre tout de même la faiblesse et l'impuissance des citoyens. Tous ne parviennent pas à cette lucidité au sein du roman. Les contre-pouvoirs ne permettent pas non plus de lutter contre cette peur de l'autre, finalement. Et on pourrait se dire que le roman de Philippe Roth va très 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 mal se terminer. Et pourtant, il n'en est rien. Le roman ne poursuit pas sa voie dystopique, il ne poursuit pas du tout vers un univers totalement noir, mais il renoue avec l'histoire américaine. C'est-à-dire qu'il renoue, vous le verrez, avec l'espoir, mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vivez tous bien votre confinement et que vous êtes surtout bien portants, vous et vos proches. À très bientôt.